Bon, salut a tutti, sempre un piacere di parlare di questo spazio Natale Lugiani, di parlare di cultura classica et di cultura greca. Bienvenue à toutes, à tous, chers amis, collègues et étudiants. Merci d'être avec nous aujourd'hui et en compagnie de notre éminent collègue et néanmoins ami Bruno Garnier, notre collègue qui intervient, qui est professeur en sciences de l'éducation et qui nous avait, pour certains d'entre vous, peut-être caché que c'était aussi un classiciste et qui vient nous présenter un de ses tout derniers travaux, donc une traduction commentée et précédée d'une introduction de l'Écube d'Euripide. Alors, les mots que je viens de prononcer, pour certains d'entre vous, sont familiers, effectivement. Euripide, comme vous le savez certainement, est un des trois grands tragiques grecs de l'Antiquité classique du 5e siècle. Il n'est pas sans paradoxe. Hein. Les trois grands, évidemment, c'est Échille, dans l'ordre chronologique, Sophocle et Euripide. Il n'est pas sans paradoxe dans la mesure où, bien qu'il soit un des trois grands, sur les 75 ou à peu près 80 pièces qu'il aurait composées, seulement 18 ou 19 nous sont parvenus. Alors ça, vous me direz, c'est malheureusement le lot du grand naufrage de la littérature antique. Mais, autre statistique, et j'en terminerai, sur donc, ces 75 ou 80 pièces qu'il aurait composées, seules 5 ont été couronnées lors des concours de tragédie qui avaient lieu à Athènes, ce qui est bien inférieur à ses deux prédécesseurs. Ce qui laisse donc supposer que ce personnage d'Euripide, je dis personnage, hein, puisque sa vie est assez mal connue et souvent elle nous est parvenue par le biais de certaines caricatures de l'Antiquité. Ce personnage, de son temps, du temps de ses contemporains, posait déjà une sorte de grand questionnement. Hein. On a pu dire que c'était un auteur un peu irrationnel. Alors avec Bruno, aujourd'hui, nous allons voir comment le fait de traduire Euripide aujourd'hui nous plonge dans les aspects fascinants et complexes de la traduction, et évidemment nous met en relation avec ces problématiques de réception des textes antiques à des époques où ce sont des sources d'inspiration, de traduction, et nous conclurons certainement sur ton travail, ta traduction en particulier, et tu nous expliqueras ce qui t'a donné envie de la faire et quelles sont les modalités à la fois philologiques et créatives que tu as dû mettre en place pour produire ce travail admirable. Alors je cède la parole pour que tu nous présentes dans un premier temps des éléments de contexte sur le théâtre grec classique et sur Euripide, sur la pièce. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier en particulier Jacques Thiers et Mathieu Grazian pour leur invitation, m'avoir donné cette chance exceptionnelle de pouvoir présenter un travail. C'est toujours un grand honneur de pouvoir présenter ces travaux dans son université devant les collègues et les étudiants présents. Merci infiniment. Alors, effectivement, comme l'a dit Mathieu, je suis professeur de sciences de l'éducation, mais bon, dans une carrière antérieure, j'étais maître de conférences de littérature française et comparée, et dans une vie encore antérieure, j'étais étudiant helléniste à la Sorbonne, et donc j'avais soutenu un DEA d'études grecques, puis ensuite une thèse de littérature comparée. Donc j'ai continué, j'ai jamais totalement rompu ce cordon ombilical, si je puis dire, et même dans mes activités de sciences de l'éducation, je travaille encore sur la traduction, mais sous une autre forme. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler de la tragédie grecque. Alors comme je savais m'adresser à un public non nécessairement spécialiste ni des cubes ni de la tragédie grecque, pour que cet exposé soit intelligible, je voudrais quand même, à la demande de Mathieu, commencer par poser quelques définitions de ce qu'était la tragédie grecque, qui n'a en réalité qu'un rapport lointain avec ce qu'on peut connaître de la tragédie française. Donc, autant s'adresser à celui qui, le premier, parmi en tout cas les textes qui nous sont conservés, hein, le premier a défini la tragédie, c'est-à-dire Aristote. Donc, je vous propose ce texte. Est-ce que vous voyez, vous pouvez lire là ce qui est écrit ou pas? Oui, ça va. Alors, la tragédie est l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin, et ayant une certaine étendue, en un langage relevé d'assaisonnement,
dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre. C'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration, et qui, par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre. Par langage relevé d'assaisonnement, j'entends celui qui comporte rythme, mélodie et chant. Et par espèces utilisées séparément, le fait que certaines parties ne sont exécutées qu'en mètres, d'autres en revanche à l'aide du chant. Donc, que nous dit Aristote dans ce texte qui est disponible en traduction? Eh bien, il nous parle d'une définition de la tragédie qui a été résumée par un seul mot, finalement, c'est catharsis, purification, purgation des émotions. Aussi, dépassement, en quelque sorte, des émotions triviales par des exemples de personnages éminents qui permettent à tout un chacun, donc aux spectateurs athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ, et plus tard aussi, de se situer par rapport à des modèles, des modèles qui sont des modèles de pureté, de caractère tragique. Mais il manque peut-être à cette définition une dimension donc, sur laquelle je voudrais insister, c'est la dimension religieuse, qui n'est pas développée par Aristote dans ce passage. La dimension religieuse est pourtant très importante dans la tragédie grecque, puisqu'elle est même à l'origine du genre dramatique. Les tragédies étaient en effet jouées à Athènes à l'occasion de fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos. On les appelait, ces fêtes, les Dionysies, qui avaient lieu notamment au printemps. Et elles s'inscrivaient dans une section de manifestations cultuelles et à travers les concours dont Matthieu a parlé. Ces concours avaient lieu durant ces Dionysies. Donc, ce que nous dit aussi Aristote, c'est que l'une des principales caractéristiques de la tragédie grecque, c'est la distinction entre ces différentes parties. Et quand il nous parle de maître et de chant, il faut entendre des parties dialoguées dans lesquelles les personnages s'interpellent et le chœur. Cette division est d'abord spatiale. Dans le théâtre grec, face au gradin, imaginons que vous soyez des spectateurs de la tragédie grecque, eh bien, il y a une scène qui est surélevée, qui accueille les acteurs, tandis que le chœur est placé devant, en contrebas, dans l'orchestra circulaire, au centre duquel est situé l'autel dédié à Dionysos. Donc il y a ce mélange constant de culte et de culture, on dirait, aujourd'hui. Donc, en réalité, curieusement, pour nous autres qui lisons les tragédies grecques en traduction, curieusement, Dionysos est presque absent des textes, même des tragédies. Il n'y a qu'une seule tragédie conservée, en tout cas, qui nous a été conservée, qui est dédiée à Dionysos, précisément une œuvre d'Euripide, Les Bacchantes, qui est sa dernière œuvre. Mais sinon, dans l'ensemble, les tragédies ne nous parlent pas de Dionysos. Elles nous parlent de mythes, de grands mythes, qui sont associés à des cycles mythiques. Il y a donc le cycle de la guerre de Troie, les exploits d'Héraclès, le cycle thébain, le destin d'Édipe, qui sont parmi les plus connus. Il y a quelques pièces des très rares, d'inspiration uniquement historique et même, on dirait, des faits d'actualité ou des faits récemment arrivés. Mais une seule nous est parvenue, c'est les Perses d'Échille. Néanmoins, il y a dans beaucoup de pièces, et particulièrement dans l'œuvre d'Euripide, des allusions plus ou moins explicites, souvent implicites et même parfois difficiles à déchiffrer, à l'actualité, aux faits d'actualité. Nous le verrons, c'est d'ailleurs un élément de l'originalité des cubes. Car l'originalité, l'innovation, c'est absolument essentiel, étant donné que le répertoire des mythes n'est pas infini. Donc nous avons plusieurs tragédies qui traitent du même
du même mythe, du même destin mythique, tel que le destin de la lignée des Atrides, les enfants d'Atrée. Nous avons l'Orestie d'Échille, Électre de Sophocle, une Électre aussi d'Euripide, un Oreste. Donc un certain nombre et les Iphigénies, deux Iphigénies, Iphigénie Antoride, Iphigénie Aoulis, dans des pièces d'Euripide. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de propension à reprendre toujours un peu les mêmes mythes. Et donc la dimension d'innovation est très importante. Et Euripide, qui, comme l'a dit Matthieu, se situe le troisième des grands tragiques qui nous sont connus, enfin, en tout cas qui nous sont conservés, bien d'autres sont connus, eh bien, Euripide est en situation d'innovation permanente, en quelque sorte, ce qui lui a d'ailleurs été souvent reproché, notamment par le théâtre d'Aristophane, qui est très, très critique à l'égard des innovations d'Euripide. Si on prend l'exemple donc d'Écume, dont je vais parler plus particulièrement, il y a un prédécesseur, c'était Sophocle, qui a écrit une pièce qui s'appelle Polyxène. Polyxène, c'est la moitié de l'histoire, à peu près, de l'intrigue, si on emploie un mot moderne, de Écube. La première partie, c'est l'histoire de Polyxène. Eh bien, Polyxène avait déjà été traité au théâtre par Sophocle. Or, il y a, on le verra, un certain nombre d'innovations très importantes apportées par Euripide dans le mythe de Polyxène. Alors, j'en viens à Euripide. Son œuvre peut se diviser en gros en deux parties. Une partie de son œuvre est écrite avant les guerres du Péloponnèse. Ce sont des pièces où, au moment où débutait... Même si on en a parlé en cours, quelques mots sur la guerre du Péloponnèse. Oui. Juste brièvement un élément de contexte. Une guerre très, très longue qui a opposé la cité de Sparte et la cité d'Athènes, notamment pour une conquête territoriale de l'ensemble du Péloponnèse et une partie de l'Attique aussi. Mais ce n'est pas seulement la guerre entre deux cités, c'est la guerre entre deux blocs, on peut dire, puisque Sparte avait un certain nombre de cités qui lui étaient attachées, qui étaient ses alliés, et Athènes avait également un certain nombre d'alliés, notamment beaucoup de cités installées dans les îles de la mer Égée. Et cette guerre du Péloponnèse a marqué profondément l'œuvre d'Euripide. Durant une première phase, marquée par des tragédies dont plusieurs ont été perdues, mais on a des extraits, des citations. On sait qu'Euripide développait un très grand patriotisme pro-athénien, bien sûr. Et dans une deuxième partie, c'est cette guerre qui s'est éternisée, qui est devenue sordide, avec des massacres de populations civiles, des alliances qui se sont défaites, qui se sont refaites. Donc il y a une certaine forme de relativisme qui apparaît dans l'œuvre d'Euripide et qui entache la pureté de son patriotisme initial. Et surtout, on sent dans l'œuvre d'Euripide, particulièrement dans Écube, la déploration du sort réservé aux vaincus par les vainqueurs. Et c'est pourquoi dans plusieurs pièces, dont Écube, mais aussi Andromaque, les Troyennes, Iphigénie, Aoulis, Euripide met sur la scène, en particulier dans Écube et dans les Troyennes, met sur la scène un chœur constitué des ennemis de la Grèce dans le mythe, c'est-à-dire les Troyennes. Et donc, il y a, si vous voulez, à travers la guerre de Troie, Euripide s'exprime et fait s'exprimer ces personnages sur scène, sur des faits qui ont lieu en réalité pendant la guerre du Péloponnèse. J'en citerai tout à l'heure un ou deux qui sont avérés. Si tu permets, juste donc pour résumer brièvement, donc, sans faire de réductionnisme sur le poids de l'histoire contemporaine des auteurs sur leurs œuvres, mais Échille, si vous voulez, le premier qui lui a écrit très tôt au 5e siècle et qui faisait partie des gens qui ont combattu à Marathon, c'est-à-dire début du 5e siècle quand Athènes monte en puissance, puis Sophocle qui est l'incarnation de l'âge d'or d'Athènes, d'ailleurs considéré comme le plus abouti peut-être des tragiques, et enfin Euripide qui écrit donc à cette période d'incertitude croissante
du modèle athénien. On en a parlé en cours, vous vous souvenez, démocratie, régime en crise, et donc un certain effet sur une œuvre littéraire sans précédent. Hein, voilà. En effet. Et Euripide est aussi connu, a été en son temps très critiqué. D'ailleurs, c'est celui des trois tragiques qui a reçu le moins de prix, de récompenses, comme le disait tout à l'heure Mathieu. Bien, Euripide était accusé d'avoir montré les hommes tels qu'ils sont. Aristote, un peu plus loin dans la poétique, dit « Sophocle montre les hommes tels qu'ils devraient être, Euripide les montre tels qu'ils sont, dans leur dépravation, dans leur faiblesse. » Et Euripide est sans doute le premier à représenter l'amour sur scène, dans Hippolyte, dans Médée, et dans Hécube, où Agamemnon, le chef de l'armée grecque, Agamemnon, vainqueur des Troyens, eh bien, va prendre le parti d'Hécube pour plaire, pour séduire sa fille Cassandre, qui lui a été destinée comme captive de guerre, mais dont il veut conquérir l'amour. Donc voilà un thème qui est propre à Euripide, pour autant qu'on puisse en être certain, mais en tout cas c'est ce que lui reproche notamment très fréquemment Aristophane. Aristophane, juste en passant, qui est un poète comique, auteur de comédie, hein, donc souvent très, très sévère. Alors je vais quand même. Pourquoi ai-je choisi Hécube? Alors je vais peut-être vous dire quand même brièvement ce qui se passe dans Hécube. Je ne vais pas être trop long, mais j'essaie, parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Donc la pièce d'Hécube s'ouvre après la guerre de Troie. Donc les Grecs ont remporté la guerre et la flotte a quitté Troie pour revenir à la maison en Grèce. Donc quitte les rivages de l'Asie mineure actuelle, hein, et puis navigue par le nord, car les flottes de l'Antiquité faisaient souvent de la navigation près des côtes. Mais les vents les vents s'arrêtent, les vents il n'y a plus de vent, et donc la flotte grecque est obligée de faire halte, faire escale sur les rivages de la Thrace, qui est à peu près la région de la Macédoine actuelle, donc au nord de la mer Égée. Et c'est là que se déroulera l'action de la pièce Hécube. Donc les Grecs sont là, sont bloqués par l'absence de vent, s'inquiètent bien sûr de l'avenir, comment vont-ils revenir chez eux. Et c'est à ce moment-là que le fantôme d'Achille apparaît, dressé sur son tombeau. Alors c'est très bizarre que le tombeau d'Achille soit en Thrace, alors qu'on sait habituellement qu'il est à Mycène. Mais enfin bon, c'est une chose étrange. Donc il semblerait que le cadavre ait dû être transporté depuis Troie, où Achille a perdu la vie, tué par Hector. Et en tout cas, c'est sur son tombeau. Par Paris. Par Paris, pardon. Et c'est là que il surgit son fantôme surgit sur son tombeau et demande, en hommage à ses travaux, à ses victoires, demande le sacrifice de Polyxène. Polyxène, qui est la dernière fille de Priam, le roi de Troie, mort, et d'Hécube, la reine, qui est naturellement déchu. Et cette demande est adressée par Achille. Alors, je ne vais pas développer, il y a plusieurs traditions mythologiques sur cette demande. Certains auteurs, mais pas Homère, des auteurs plus tardifs, prétendent qu'Achille était amoureux de Polyxène de son vivant. Bon. Et on trouve deux petits indices de cela dans la pièce. En tout cas, ce qu'il demande, c'est un sacrifice humain. Et il le demande aux Grecs, qui vont débattre sur la question de savoir s'il faut honorer le tombeau d'Achille par ce sacrifice. C'est le début de la tragédie. Arrive très vite Ulysse, qui vient voir Hécube, qui est prisonnière des Grecs. Il vient la voir dans le campement des Troyennes, donc des tentes réservées aux prisonnières. Vous savez que dans le droit
de la guerre antique. Quand une cité est vaincue par la guerre, les hommes sont tués à la guerre, les femmes sont réduites en esclavage. Et sont en quelque sorte le butin, une partie du butin des vainqueurs. Et donc ces tentes abritent les Troyennes. Et Ulysse vient chercher lui-même Polyxène auprès d'Écube. Pourquoi Ulysse? Parce que Écube lui a été attribué par tirage au sort comme captive. Donc elle lui appartient en quelque sorte en tant qu'esclave. Il s'engage un très beau dialogue qu'on verra tout à l'heure, durant lequel Ulysse montre une arrogance, une inflexibilité qui manifestement n'a pas la sympathie du poète. Je vous le montrerai dans un extrait. Et toujours est-il que Polyxène donc, va bel et bien être sacrifié. Le sacrifice n'a pas lieu sur scène, mais il est raconté sur scène par le héros AUT, à la fin, le porte-parole en fait, de l'armée grecque, qui vient raconter le sacrifice à Écube. Celle-ci demande à une servante d'aller puiser de l'eau au bord de la mer pour ramener de l'eau et laver le corps de Polyxène pour lui rendre les hommages funèbres. Mais en allant chercher l'eau, la servante trouve un autre mort, d'autre cadavre, qui n'est autre que le dernier fils de Priam et d'Écube, Polydore. Et ce jeune fils, Polydore, le roi Priam, avant de mourir, donc, sentant la défaite inévitable, l'avait fait fuir de Troie pour le confier au roi de Thrace, Polymestor, donc le roi de la région où l'action se passe. Et Polymestor, sitôt la guerre terminée, sitôt les Troyens vaincus, a égorgé Polydore pour garder à son profit le trésor que lui avait confié Priam pour son éducation. Et donc, ce cadavre arrive sur le rivage. On avait déjà entendu ce cadavre, si j'ose dire, son fantôme, s'exprimer au tout début de la pièce, dans le prologue. Et à ce moment-là, la pitié qu'inspirait Écube jusqu'alors va se changer en terreur. C'est selon d'ailleurs la préconisation d'Aristote. Voilà, la crainte et la pitié sont consommées. Hein. Voilà. Et la deuxième partie de la pièce, c'est le châtiment de Polymestor. Et là, c'est un châtiment terrible, horrible. Polymestor est attiré par Écube et les Troyennes, sous prétexte de lui confier encore de l'argent, de l'or, des bijoux. Et évidemment, la cupidité de Polymestor n'a pas de limite. Donc, il vient avec ses enfants et, sitôt entré dans les tentes des Troyennes, eh bien, ces enfants sont assassinés par les Troyennes à l'aide de leurs aiguilles. Et Polymestor lui-même est aveuglé. On lui crève les yeux, il sort des tentes aveugle, et comme Édipe dans la fin de Édipe à Colonne de Sophocle, comme Édipe, une fois les yeux crevés, il est doué de divination. C'est-à-dire il prédit l'avenir, et il prédit à Agamemnon sa mort prochaine dès qu'il rentrera chez lui, assassiné par Clytemnestre, qui s'était traité dans l'Orestie d'Échille, assassiné par Clytemnestre pour le châtier de son infidélité avec Cassandre. Et il prédit à Écube sa transformation mythique en chienne et sa mort. Voilà comment s'arrête la pièce. Alors, pourquoi cette pièce? Eh bien, racontée comme ça peut paraître un petit peu effrayant, enfin horrible, mais en réalité, pour un lecteur moderne, ce qui est important, ce qui disons, m'a interpellé dans cette pièce et peut-être interpellé également d'autres lecteurs, c'est qu'on est dans un monde qui semble se défaire. Les valeurs traditionnelles de l'honneur du vainqueur, la glorification de la victoire, le patriotisme, tout cela semble se déliter. Ces chefs de guerre, Ulysse, Agamemnon, ne sont réduits à des démagogues
intéressés uniquement à la flatterie du peuple, qui est constitué par l'armée, hein, et ils agissent en réalité toujours en sens contraire de leurs propres convictions, de leurs propres engagements, de la fidélité à certaines valeurs qui sont revendiquées par Hécube comme étant les lois sacrées, osios, la loi sacrée qui doit respecter la justice. Il y a une revendication de justice permanente dans cette pièce, et ce sont des femmes qui l'expriment, curieusement, dans le théâtre antique, c'est assez rare, des femmes qui l'expriment, c'est Hécube et Polyxène. Et je voudrais vous proposer de lire un extrait d'une interview de Maria Casares, grande tragédienne, dont l'un des derniers rôles a été celui d'Hécube, justement. J'avais eu la chance de la voir interpréter cette pièce à Gennevilliers en 1988. Et voici ce qu'elle écrivait un peu plus tard. En fait, je crois que toute femme qui joue a rendez-vous avec Hécube. Mais avant, j'étais plus attiré par Échille et Sophocle que par Euripide. Alors j'ai relu la pièce. Ce qui m'a frappé aussi et continue de me frapper, c'est de constater à quel point cette œuvre est proche de nous. Il y a comme une correspondance entre le temps où elle a été écrite et celui où nous vivons. Dans les deux cas, ce sont des temps de destruction presque totale des anciennes valeurs et l'attente, ou pas, de valeurs nouvelles, pas encore réinventées. Dans Hécube, on tue les dieux, on met la loi en déséquilibre, on critique certains aspects de la démocratie, on touche aussi la question des femmes dans un monde d'hommes. La richesse de cette œuvre est telle, vous voyez, que la difficulté, c'est d'arriver sur un fil raide à suivre ce qu'Euripide propose, les différentes facettes, les apparitions, et de laisser la pièce le plus possible ouverte pour que les spectateurs de ce procès, car c'en est un, puissent s'interroger et juger s'ils veulent après. Alors, ce théâtre d'Euripide, cette pièce en particulier, a eu un succès considérable. Hécube est la tragédie qui était le plus souvent traduite en français, mais aussi dans d'autres langues européennes. D'abord en latin, et puis ensuite dans d'autres langues européennes vivantes. J'ai repéré 35 traductions. Pourquoi Hécube a-t-elle autant traduite? Dès 1544, première traduction, première moitié du XVIe siècle, eh bien c'est parce qu'elle figurait en tête des recueils de manuscrits byzantins qui sont arrivés à la chute de Constantinople, à la fin du XVe siècle, sont arrivés à la cour des Médicis. Puis ces manuscrits ont été ensuite transportés, traduits en latin par Erasme et d'autres humanistes. Et ces tragédies ont été diffusées au XVIe siècle en France. Et donc c'est Hécube qui arrive en premier, et c'est elle qui est traduite en premier et qui frappe beaucoup l'imagination à la cour de François Ier, qui est la publique, qui est la première tragédie grecque traduite en français, la première tragédie écrite en langue française, traduite du grec, c'est Hécube. Alors justement, hein, pour finir, il y avait cette citation de Maria Casares, et tu nous dis que cette pièce est la plus traduite, donc c'est celle qui connaît le plus de passages au support de l'écrit, au moment où, justement, où le français est en pleine composition. Quand on connaît l'obsession des Grecs pour la convergence entre le fond et la forme, comment, je dirais, pourrait-on parler de ce qui est non pas seulement la psychologie d'Euripide, on l'a souvent considéré comme un poète plus psychologique que ses prédécesseurs, qui fait d'ailleurs parler ses héros comme des gens ordinaires. Comment on peut montrer cette apparition de la psychologie d'Euripide et son goût pour cela et l'influence qu'il aura sur l'imagination des gens? Comment on peut le montrer à travers son style, à travers l'utilisation du lexique, son écriture? Comment ça se manifeste si on lit littéralement le grec d'Euripide? Oui, merci de cette question qui m'invite fort subtilement à accélérer un peu mon exposé, et tu as bien raison car le temps passe et je suis trop long. Alors pour essayer de te répondre en condensant ce que j'avais prévu de dire, premièrement il faut se méfier d'une interprétation
psychologisante du théâtre de l'Antiquité, même d'Euripide, qui serait le plus intéressé par les méandres et les ressorts de la psychologie. Ce qui intéresse en réalité Euripide, ce n'est pas la psychologie au sens où Racine décortique les conflits de l'âme humaine. Ce qui intéresse plutôt Euripide, c'est la manière dont l'homme, en tant qu'être humain, donc ça peut aussi la femme, et d'ailleurs ce sont des femmes qui sont l'objet de cet examen, la façon dont l'homme essaye toujours de pénétrer son destin, mais comment son destin lui demeure précisément impénétrable. Et ça commence par, pour te répondre, ça commence par un rêve que fait Hécube au début de la pièce, où elle voit son fils mort. Et elle dit, alors cet extrait comme les suivants, sauf mention contraire, sont extraits de ma traduction. Mon rêve est clair, hélas. Mes yeux l'ont discerné, le spectre à l'aile noire, et n'ont pas oublié. Dans ce songe, ô mon fils, je te voyais paraître. Sous la clarté de Zeus, tu avais cessé d'être. Donc voilà d'emblée le rêve. Donc la tragédie ne va rien nous apprendre. Toute l'histoire est connue. Elle est connue d'abord parce que le mythe est connu, mais surtout parce que dès le départ, le fantôme de Polydore a raconté toute l'histoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est la manière dont les personnages vont essayer de pénétrer leur destin. Et je vais passer tout de suite au sacrifice de Polyxène pour essayer de répondre à la question de Mathieu, qui me parlait du style d'Euripide. Donc, ici, cet extrait où vous avez le texte grec à gauche, le texte français à droite, j'ai mis en gras un certain nombre de mots qui se correspondent dans les deux traductions. Il s'agit donc du sacrifice de Polyxène qui est raconté, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de choses étranges, des mots, je parlais de style, l'emploi de mots qui désignent le corps de Polyxène. Il y a une distribution de ces mots qui est assez étrange. Je vais vous lire ce texte. En traduction française, je peux vous le lire en grec, mais bon. Dès qu'ils ont entendu la parole dernière du maître souverain, pardon, je fais une ainsi, le maître souverain, c'est Agamemnon, qui vient de demander aux soldats grecs de lâcher, parce qu'il la tenait, Polyxène, qui a demandé à mourir libre. Polyxène a demandé de mourir libre, donc de ne pas être tenue au moment où elle va être percée par le glaive du fils d'Achille qui tient l'épée. Donc elle a demandé à mourir libre pour ne pas être appelée esclave chez les morts. Voilà. Dès qu'ils ont entendu la parole dernière du maître souverain, ceux-ci la laissent faire. Elle, ayant entendu les mots des Tout-Puissants, prend sa robe à l'épaule et tirant vers ses flancs, jusque près du nombril, la déchire et dévoile sa poitrine et ses seins d'une forme idéale comme d'une statue. Et le genou fléchi, elle tient ce discours d'un courage inouï. Voici mon sein, garçon, si le frapper t'agrée. Si c'est le coup, voilà ma gorge préparée. Ne voulant pas, voulant, par la Vierge attendrie, du souffle avec le fer, il tranche le conduit. Une source jaillit. Elle, quoiqu'expirante, a grand soin en tombant de demeurer décente, cachant aux mâles yeux ce que le bien prescrit. Alors qu'est-ce qui est étonnant dans ce texte? C'est un certain nombre de mots qui semblent faire pléonasme. Poitrine, mastus en grec, sein, sterna, à nouveau répété 2-3 vers plus bas, au singulier, sternon, puis okena, le cou, puis laimos, la gorge, et puis finalement, j'ai oublié de le mettre en gras du côté grec, pardon, cette expression très étrange, les conduits du souffle, diaroas pneumatos. Diaroas, dont le mot a donné en français le mot diarrhée.
diarrhée. Donc, mais là, il s'agit de sang, bien sûr. Donc, et c'est un écoulement conduit pour l'écoulement du souffle, pas du sang, pardon, du souffle, le passage du souffle, l'écoulement du souffle. Pourquoi ces différents mots? Alors, la plupart des traducteurs ne se gênent pas, y compris ceux des publications que vous pouvez trouver en librairie aujourd'hui, pour éliminer toutes ces répétitions, ces vilaines répétitions, poitrine, sein, gorge, cou, et puis tout ça, on va traduire une fois, puis c'est bon, on a compris, c'est le buste, quoi. Bon. Et je vais vous montrer, la plupart des traductions ne respectent pas du tout, ne cherchent pas à respecter ces différentes occurrences. Alors moi, j'ai adopté la méthode du traducteur d'Homère, et de Sophocle, pardon, pas d'Homère, de Sophocle, Jean Bollack, qui a dit cela. Je pense que c'est la posture du traducteur, je pense, c'est celle que décrit Jean Bollack me paraît excellente. En général, on commence par ne pas comprendre. On se met dans la situation de ne pas comprendre. C'est s'éloigner de toutes les utilisations prédéterminées. Je me force à me représenter toutes les difficultés possibles, c'est-à-dire à repérer ce que l'auteur peut avoir dit d'inattendu. Repérer la différence, c'est supposer que l'auteur a pu dire une chose qui a été assimilée, tenter d'abolir une abolition. L'incompréhension objective au départ du travail est doublée d'une volonté méthodique de non-compréhension. Donc, je suis en train d'aller à l'envers. Donc, mettons-nous dans cette posture et ne cherchons pas d'abord à gommer l'étrangeté. Que nous dit Euripide? Polyxène découvre sa poitrine, sterna, et ses seins, mastus. Puis elle offre au sacrificateur une alternative. Il doit choisir de la frapper à la poitrine, sternon, ou au cou, okena, c'est-à-dire à la gorge, laimos. Finalement, le fils d'Achille, Néoptolème, choisit le second terme de l'alternative en tranchant le passage du souffle. Que veulent dire tous ces mots? Eh bien, bon, je vais aller très vite parce que sinon ça m'entraînerait trop loin. Mastos, alors, pour essayer de comprendre, il faut rechercher d'autres textes. D'autres textes dans lesquels on trouve ces mots. C'est l'intertextualité, en quelque sorte. Et quand on cherche à l'aide de tout bon dictionnaire, d'abord, et puis il y a des bases, évidemment, des bases lexicales aussi très importantes, on s'aperçoit que le mastos a deux significations en grec, deux connotations plus exactement. C'est le sein maternel, gorgé de lait. On trouve chez Sophocle un enfant oublieux de mes seins et de ma nourriture, dit Sophocle dans Clytemnestre. Tantôt, l'objet sexuel. On trouve chez Euripide, tu t'es bien gardé de tuer la femme que tu tenais à ta merci. À la vue de son sein, tu as laissé tomber l'épée pour recevoir son baiser, dit Ménélas dit Pélée à Ménélas chez Euripide. Donc sternon, c'est la poitrine de la femme, aussi dans un certain nombre... Mais c'est un sens qu'on va retenir ici. Sternon, c'est aussi le buste du guerrier, l'un des endroits où il convient de frapper lors d'un combat guerrier. Euripide évoque dans les Suppliantes les coups fracassant les poitrines. Et Éthéocle, s'apprêtant à livrer le combat fratricide, demande à Athéna de lui donner le courage de plonger le fer dans la poitrine de son frère Sternon. Et c'est Hector dans l'Iliade qui donne la clé de ce mot sternon, en indiquant qu'il ne faut pas frapper le guerrier de dos, mais de face dans la poitrine. Sternon, c'est la mort que Polyxène demande à Néoptolème de lui donner, la mort du guerrier. On précise les blessures dans la pensée archaïque, déjà chez Homère et même après, les blessures que l'on reçoit dans le dos, c'est une preuve de lâcheté. Ça veut dire qu'on s'est enfui.
et que l'adversaire vous a blessé. Les blessures reçues par derrière sont infamantes. Voilà. On retrouve ça d'ailleurs dans les chansons de gestes, notamment dans la chanson de Roland, où les Sarrasins frappent de dos et les bons guerriers de Charlemagne frappent de face dans la poitrine. Donc c'est un thème de l'épopée extrêmement fréquent. Alors, ces deux ensembles de mots, plus exactement, mastus et sterna, désignent en fait aussi le même objet vu par deux regards. Le regard de l'armée des Grecs qui voit des seins d'une jeune femme magnifique, comparable à une statue, os agalmatos, nous dit Euripide. Mais la jeune fille, elle, voit son buste comme la partie du corps qui doit recevoir les coups en tant que guerrier. C'est-à-dire qu'elle veut incarner les siens, les Troyens, qui ont été effectivement frappés par les Grecs. C'est une mort, donc, en quelque sorte virile qu'elle demande à Néoptolème de lui donner. Or, que choisit Néoptolème dans cette alternative ? Eh bien, il choisit la deuxième voie que lui avait proposée Polyxène pour mourir, le coup Okéna. Le coup qui est nommé également la gorge Laïmos. Les mots ne sont pas non plus synonymes, si on regarde bien leurs emplois. D'abord, Okéna désigne le col de l'utérus chez Hippocrate. En lui donnant ainsi la mort, le bourreau respecte d'une certaine façon la différenciation des sexes que d'une certaine manière Polyxène l'invitait à transgresser en offrant le buste du guerrier. La gorge, elle, laïmos, est liée au rituel du sacrifice des animaux. Tranche les 3 gorges des brebis, demande Athéna à Thésée à la fin des suppliantes d'Euripide. Et au vers 526 d'Écube, Polyxène est appelé génis. Génis, l'animal que l'on sacrifie. Donc, on peut dire qu'au final, Néoptolème, en bon sacrificateur, si j'ose dire, immole la Vierge à la gorge comme les brebis. Il se réfère au rituel. En outre, Polyxène mourra par la partie du corps qui porte le joug de la servitude, ainsi qu'elle l'avait elle-même déclaré à sa mère un peu plus tôt. Car qui n'est pas rompu à goûter la détresse subit, mais sur le coup porter le joug le blesse. Il vaudrait mieux pour lui être mort que vivant. Sans honneur, une vie est un fardeau bien grand. Voilà ce que disait Polyxène à sa mère un peu plus tôt dans la pièce. Ainsi, la mort que Polyxène reçoit par le coup lui rappelle la condition servile à laquelle elle tentait d'échapper au moment suprême. On n'échappe pas à son destin. Dans le corps tragique, rien n'est laissé au hasard et tous les lieux de la mort sont à leur place. Ceci, en termes de traduction, nous montre une chose, c'est l'importance de l'attachement au mot, non pas un attachement superstitieux au mot, mot à mot, mais le repérage de réseaux sémantiques qui sont une trame non visible à la première lecture, mais cette trame sémantique qui existe dans la pièce et qui existe en dehors de l'œuvre que l'on traduit dans d'autres œuvres appartenant, disons, à la même époque, à la même culture, eh bien, ces réseaux, le traducteur doit essayer de les mettre à jour. Je vais vous montrer maintenant un certain nombre de traductions d'un tout petit extrait de ce texte que je vous ai lu. Tout petit extrait, c'est juste le moment où Néoptolème frappe Polyxène, ce moment qui est représenté par cette toile du XVIIe siècle que j'ai placée en couverture. Alors les hellénistes, concentrez-vous. Alors, cette fois, je vais le lire en grec pour que vous ayez un mot à mot. Ode ou télone, tekai, télone. Vous voyez qu'il y a 2 fois le même mot, télone, qui veut dire
voulant. C'est le participe présent du verbe vouloir. Et ou, c'est la négation. Kai, c'est et. Donc, ne voulant pas et voulant. Mot à mot. Ne voulant pas et voulant. Oikto chorès, par pitié, oiktos, chorès de la jeune fille, de la Vierge. Temnei sidéro, il tranche avec le fer, sidéro, ça vous parle, c'est la sidérurgie. Il tranche avec le fer, pneumatos, diaroas, du souffle, les conduits, les tuyaux. Enfin, c'est très diaroas, c'est un mot très concret. Krounoi, dékoroun, krounoi, les sources. Les sources. Ekoroun, choréo, ça veut dire s'en aller, s'en vont. Les sources s'en vont, c'est tout. C'est un terme, il n'y a pas le mot sans. Alors, qu'est-ce qui est surprenant? Un certain nombre de particularités dans cette, de difficultés de traduction. La première difficulté, c'est que la négation précède l'affirmation. Ou télode, ne voulant pas et voulant. Bon, première difficulté, habituellement, on présente un verbe plutôt dans la forme affirmative. Il veut et il ne veut pas. Ce qu'on appellerait l'orthosyntaxe. C'est l'orthosyntaxe, absolument. Première grosse difficulté de traduction, en tout cas un obstacle à la traduction, parce que c'est bizarre. Et puis évidemment, très bizarre, cette expression pneumatos diaroas, qui semble sortie d'un traité d'anatomie plutôt que d'une tragédie. Et puis ces sources, krounoi, ces sources, quelles sources, ces sources? Alors, la plupart des traducteurs ont, vous allez le voir, résolu à leur manière ces embûches. Certaines vont vous faire un peu sourire, c'est l'emphase des belles infidèles du XIXe siècle et de la fin du XVIIIe siècle. La harpe, vous voyez déjà, vous aviez 2 vers et demi, et là vous avez 5 vers et demi. Il se trouble, il chancelle. La victime à ses pieds, l'aspect de tant d'appât. La pitié quelque temps semble arrêter son bras. Mais Achille l'emporte en cette âme hautaine. Il enfonce le fer au cœur de Polyxène, le retire fumant. Le sang jaillit au loin. Bon, on est vraiment dans presque le grand guignol. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire. Il y en a, les traductions en prose ne sont pas nécessairement plus fidèles que les traductions en vers, enfin, certaines le sont. Prévost, en 1785, est à l'avant-garde de la fidélité de la traduction universitaire, on peut dire. Le guerrier, vous me direz, il n'y a pas guerrier, hein. Il y a lui, O-D, lui. Le guerrier, ému de pitié. Il n'y a pas ému de pitié, il y a par pitié de la Vierge. Bon. Voulant et ne voulant pas, tour à tour. Il n'y a pas voulant et ne voulant pas, il y a ne voulant pas et voulant. Frappe et fait pénétrer le fer au passage du souffle et de la voix. Pourquoi la voix? Je ne sais pas. Une source de sang, mais il n'y a pas de sang, jaillit au même instant. Bon, voilà. Alors, j'en ai comme ça beaucoup. Paul Mirane, 1911, le XXe siècle n'hésite pas à renchérir aussi dans la dramaturgie. Tant de beauté, de grâce et de force virile émeuvent le jeune homme. Il hésite un moment et dans son cœur se livre un combat violent de devoir et pitié. Mais le devoir l'emporte. Il frappe, le sang coule et Polyxène est morte. Bon. Voilà. Alors, les traductions les plus récentes, celles que vous trouverez en librairie, Louis Méridier dans l'édition des Belles Lettres, donc il fait référence. Lui, partagé entre 2 volontés contraires. Où est-ce que vous avez vu 2 volontés contraires? Il n'y a pas écrit 2 volontés contraires. Il y a écrit ne voulant pas et voulant. Donc c'est pourtant une traduction universitaire dans laquelle on apprend aux étudiants de premier cycle à lire Euripide. Par pitié pour la jeune fille, il tranche avec le fer le passage du souffle, très bien, et un jet de sang se mit à couler. Bon, il n'y a pas de sang. Henri Berguin, c'est la traduction de chez Garnier Flammarion. Vous achetez Euripide
à la librairie de Flore, peut-être vous aurez la traduction de Garnier-Flammarion. Lui, décidé, mais se faisant violence. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Bon. Le cœur navré de pitié. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas navré. Bon. Tranche avec le fer, la gorge palpitante. Elle n'est pas palpitante, mais enfin, c'est pas grave. Des flots de sang, il n'y a pas de sang, etc. Bon, voilà, je passe parce que il y a dans ces traductions une tendance, on peut dire, globale, hein, ou bien à ajouter des ornements qui se veulent poétiques, ou qui veulent faciliter la lecture en naturalisant le texte grec sous une forme qui est reconnue comme une forme appartenant à une œuvre française. Ça, c'est une première tendance, c'est la naturalisation du texte source dans la littérature de la langue cible. Puis il y a une deuxième tendance, c'est l'explicitation. L'explicitation et la correction des fautes de style, les répétitions. Voulant, ne voulant pas, voulant. Bon, ben, ne voulant pas, voulant, ça veut dire de volonté contraire. C'est pas la peine de répéter le verbe. Alors, évidemment, je me suis personnellement, j'ai personnellement suivi la méthode de Jean Bollack que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire abolir une abolition. L'abolition, c'est l'abolition de la répétition. Eh bien, non, moi j'abolis cette abolition et je pense que la répétition a du sens. Quel sens? Ne voulant pas et voulant. Que nous dit Euripide? Il nous dit que le non-vouloir précède le vouloir. Le contre-ordre précède l'ordre d'agir, ou plutôt la permission d'agir. C'est-à-dire que le sacrificateur, dans un premier temps, ne veut pas. Et finalement, il veut. Et pourquoi ne veut-il pas? Et pourquoi finalement veut-il? Par pitié pour la Vierge. Et ce qui est très remarquable, c'est que le deuxième vers, le vers 667 de cet extrait, nous montre quelqu'un qui, ne voulant pas et voulant, agit. Temnei, il tranche. Il tranche un corps humain, mais il tranche aussi entre le non-vouloir et le vouloir. Et ce qu'il tranche est ramené à une espèce de description quasiment anatomique. C'est-à-dire, ce n'est plus le corps d'une jeune fille, au corès, ce n'est plus une jeune fille, c'est un tuyau qu'on coupe en deux. Il y a une déshumanisation de la victime qui est réduite à ses organes. Et le mot fait allitération, diarrhoas, avec les deux R, la lettre rho en grec, qui est presque une onomatopée. Et ce sacrificateur, qui agit presque contre sa volonté, mais il agit en sacrificateur. Il ne voit plus qu'il est en train d'assassiner une personne. Il sacrifie une génisse. Rappelez-vous, le mot génisse est employé 3 fois dans le texte. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Des sources. Ce n'est pas des sources de sang, c'est des sources. Pourquoi ce n'est pas des sources de sang? Est-ce que celui qui raconte le sacrifice, c'est Talthubios, le héros grec, est-ce que le héros grec veut ménager la mère Écube à qui il raconte le sacrifice en n'employant pas le mot sang? J'ai écarté cette hypothèse car elle-même l'emploie à plusieurs reprises. Le mot sang est très fréquent dans la tragédie. Ce n'est pas la bonne explication. La bonne explication, selon moi, c'est que le sacrificateur, ici, ne se perçoit pas et n'est pas perçu par celui qui raconte, qui est un grec, comme un assassin, mais comme un sacrificateur. Donc c'est les sources de vie qu'il rompt, parce qu'il est chargé, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est grec, parce qu'il est le fils d'Achille. Il agit presque comme un automate, il agit sur ordre,
il agit en ayant éteint sa volonté, en ayant fait abstraction, je dirais, de sa condition humaine, en ayant fait abstraction de sa condition humaine. Voilà mon interprétation et ce qui me conduit à proposer une traduction qui, je le pense, est respectueuse du texte original, sans ajouter de commentaires, de fioritures. Ne voulant pas, voulant, par la Vierge attendrie, du souffle avec le fer, il tranche le conduit. Une source jaillit, c'est tout. Je vais être obligé de passer beaucoup de choses. Peut-être puis-je parler de la traduction en vers? Oui, alors précisément, hein, on parlait en préambule de ce mouvement du propos, du Euripide qui vit à une époque où se délient certaines valeurs. On voit que dans son style, effectivement, l'orthosyntaxie semble disloquée et qu'au sein même du texte se jouent les tensions entre les tenants d'un ancien ordre qui veulent maintenir une forme de puissance conservatrice sur les victimes qui, elles, justement, de femmes veulent devenir viriles, mais que le sacrificateur chosifie. La réification de la victime, malheureusement, c'est ce que le XXe siècle montrera tristement. Donc un style qui a dessein, un auteur qui a dessein, rompt certaines convenances à la fois dans la syntaxe, mais aussi dans à la fois l'orthosyntaxe, mais aussi l'orthonymie, en utilisant donc un lexique inattendu. Ce qui rend d'autant plus prodigieux, je dirais, la réussite d'une traduction en vers, puisqu'on pourrait se dire, je voyais tout à l'heure le cœur des étudiants se remplir de compassion lorsque tu parlais des traductions un peu hasardeuses de nos prédécesseurs. On pourrait imaginer que le fait de traduire en vers rend la chose encore plus complexe que la traduction philologique, c'est-à-dire ce à quoi on encourage les étudiants, traduisez mot à mot pour être sûr de ne pas vous faire sanctionner. Justement, où se trouve alors non seulement l'intérêt, mais aussi la créativité littéraire, l'aspect littéraire, puisque nous sommes là pour les études littéraires, de la traduction en vers? Alors, la fidélité au mot, ça n'est pas la fidélité au texte. C'est-à-dire, un texte poétique, ce n'est pas un texte en prose qu'on a mis en vers pour faire joli. C'est un texte, point. Et dans ce texte, la signification se distribue tout autant dans le lexique, on a montré, enfin, j'ai essayé de montrer des exemples, que dans les sonorités, les rythmes, et dans le cas d'un texte qui répond à une métrique régulière, hein, le respect de cette forme métrique, mais aussi la transgression, quelquefois, de cette métrique. Comme le disait Marguerite Yourcenar, qui a traduit dans un recueil qui s'appelle La Couronne et la Lyre, que je vous recommande parce qu'il m'a inspiré beaucoup la méthode de traduction en vers. Marguerite Yourcenar dit « La plus grande infidélité qu'on puisse faire à un texte en vers, c'est de ne pas le traduire en vers. » C'est-à-dire que si l'on pense que le vers n'est pas un ornement, mais un élément de signification important, on doit le penser d'autant plus que la tragédie grecque était chantée dans beaucoup de parties lyriques et que le déplacement du cœur et de certains personnages sur la scène était réglé par les temps qu'on dit baissés et les temps levés, les temps forts et les temps faibles pour aller vite, les syllabes qui portent l'accent tonique et celles qui ne le portent pas. Eh bien, il y a donc toute une dimension qui est une dimension attachée aussi à la dimension religieuse et rituelle, qui ne peut pas, simplement est complètement perdue dans une traduction en prose, à moins que celle-ci invente sa propre métrique, ce qui peut exister dans la littérature déjà. Pourquoi avoir choisi, pour ce qui me concerne, l'alexandrin rimé pour les parties parlées et les vers libres pour les parties chantées? Eh bien parce que l'alexandrin m'a semblé être le vers français qui correspondait le moins mal au trimètre iambique grec.
Ils ont à peu près, enfin, ils n'ont pas tout à fait le même nombre. C'est pas la même prosodie, c'est pas la même prosodie du tout, mais ils ont à peu près la même étendue. Et surtout, de même, alors il faut que c'est pas facile à expliquer, mais la poésie grecque, si vous voulez, n'est pas constituée de brèves, de syllabes brèves et de syllabes longues. Les unes mises au bout des autres, mais de ce qu'on appelle des éléments rythmiques, c'est des kola en grec. Et le kolon, c'est un ensemble, une composition. Par exemple, une longue, deux brèves, deux longues, deux brèves. Et c'est un ensemble, une cellule. C'est ça l'unité de composition. Et de même, l'alexandrin n'est pas composé non plus de syllabes séparées les unes des autres, mais aussi d'éléments. Et la plupart du temps, l'alexandrin, vous voyez, est composé dans sa forme la plus régulière, de deux éléments. Deux éléments avec des temps de 6 syllabes, avec un temps fort sur la 6e syllabe, qui permet aussi quelquefois des rimes, ce qu'on appelle des rimes intérieures. Par exemple, dans ce passage, c'est Écube qui parle, qui sort de la tente, il s'adresse aux Troyennes. « Tenez ma vieille main, j'essaierai de hâter, en pesant de mon bras sur la canne tordue, la marche de mes pas dont l'aisance est perdue. » Bon, ici, l'alexandrin reproduit le pas, la marche. Et la rime intérieure en A constitue comme une pondération au moment où le pied se pose au sol. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans cette partie de la tragédie grecque où Écube, effectivement, sort de la tente qui est située au fond de la scène et s'avance vers les Troyennes à pas lents, ce qui est dit dans le texte. Il y a aussi des effets de symétrie qu'on peut restituer, pas forcément en copiant les mêmes effets, mais en cherchant des effets qui produisent, plutôt des causes qui produisent les mêmes effets. Dans cette phrase où Polyxène oppose la liberté et l'esclavage, Doulet, c'est l'esclave, et le terou, c'est l'adjectif qui veut dire libre. Eh bien, j'ai essayé de mettre ces deux mots également dans l'alexandrin, ces deux mots en miroir. Mais seulement il se trouve que dans l'alexandrin, les temps forts, c'est la 6e et la 12e syllabe. Ce n'est pas la première et la dernière. Donc j'ai reproduit l'opposition de ces deux mots en les mettant en position forte dans l'alexandrin. J'avais un père libre et je meurs asservi. Doulet tanoumaï, patros, ous et le terou, disait le grec. Il y a aussi l'anaphore. Par exemple, l'anaphore est un procédé dans lequel on répète en début de segment, plutôt qu'à la fin, là, en début de segment, le même syntagme ou la même syllabe. Eh bien, là aussi, j'ai transposé une répétition de la même syllabe ten en grec en utilisant, en le transposant sous forme d'une anaphore. Où le sort m'a placé, où je fus asservi. Quelquefois, on arrive, c'est plus rare, mais on arrive à coller vraiment au procédé métrique et même de sonorité. Ici, c'est Polyxène qui s'adresse à sa mère au moment où elle doit partir avec Ulysse, qui l'entraîne pour son sacrifice. Et Écube s'interpose pour empêcher sa fille d'aller à la mort, bien sûr. Et Polyxène lui dit ceci: « Et vous n'entravez pas, mère, notre passage par un geste ou un mot. Pressez-moi de mourir avant de voir l'indigne opprobre me salir. » Donc, dans cette phrase, Polyxène déclare préférer la mort à la honte de l'esclavage. Ce que j'ai observé dans le texte grec, c'est un chiasme.
C'est-à-dire, le chiasme, c'est une figure de symétrie par rapport à un point central. On peut le résumer très simplement, c'est A, B, B, A. Dans le trimètre grec, vous avez deux verbes aux extrêmes. Tanein, mourir. Tukein, éprouver, sentir. Et puis au centre, vous avez deux adjectifs. Aiskron, un autre pluriel, hein, des choses honteuses. Et axian, cataxian, injuste. Mais axian, non digne, c'est-à-dire indigne. J'ai essayé de... Et alors ces mots sont difficiles à prononcer aussi. Essayez de prononcer aiskron metaxian, aiskron aixian, c'est pas facile à dire. Hein. Même pour un grec, ce sont des mots qui sont âpres. La sonorité est âpre et dure. Hein. Et dure comme le sens des mots, et comme la honte de l'esclavage est dure. Hein. Donc j'ai essayé de reprendre, moi aussi, le chiasme. Je n'ai pas tout à fait réussi, parce que ce n'est pas le premier mot, mais j'ai utilisé le rythme ternaire de l'alexandrin, au lieu d'avoir deux segments de 6 et 6, 3 x 4, 12, 4, 4, 4, avant de voir l'indigne opprobre me salir. Bon. Donc, l'indigne opprobre, ce n'est pas non plus facile à articuler. Donc, voilà les petits jeux auxquels je me suis livré. Il y a un certain nombre d'autres. Bon, je ne vais peut-être pas m'attarder trop sur ce qui peut paraître comme des détails. Mais enfin, ça explique aussi que cette traduction m'a demandé 10 ans à peu près de travail. Enfin, je n'ai pas travaillé tous les jours. Hein. Mais il m'est arrivé quelquefois de mettre 2 mois, 3 mois avant de trouver la traduction d'un seul vers. Bon, mais c'est un loisir. Hein. Je n'ai pas fait ça... J'ai fait ça comme d'autres font des mots croisés ou autre chose, mais bon, c'est un jeu aussi. Hein. Mais évidemment, c'est difficile de préconiser de faire ça, parce que pour traduire toute Euripide, il faudrait vivre 5 ou 6 vies, je ne sais pas si ça suffirait, ou alors il faut être beaucoup plus rapide que je ne le suis. Ce qui est après tout à fait concevable. Hein. Voilà. Donc la traduction... que je préconise, c'est une traduction qui à la fois est respectueuse du mot, mais aussi, pas seulement du mot pour le mot, hein, du mot pour les réseaux sémantiques qui tissent l'œuvre d'une série de significations, et aussi respectueuse de cette idée que la versification n'est pas une belle enveloppe dans laquelle on glisse un message, mais c'est le message aussi. Le message est dans l'enveloppe, en quelque sorte, autant que dans le texte. Alors, merci Bruno. Peut-être quelques mots de conclusion pour raccrocher un petit peu le monde antique à certains domaines étudiés par nos amis étudiants ici. On pourrait peut-être parler de cette problématique de la réception d'une œuvre antique qui fait autorité, qui s'impose comme un objet un petit peu sacré, difficile à traduire, mais qui pour autant déclenche des processus à la fois esthétiques et langagiers, comme ceux qui pourront être défendus par exemple par Du Bellay, à des époques où justement traduire, c'est aussi créer un nouveau genre littéraire ou une nouvelle langue, pour finir sur une sorte de passerelle temporelle avec l'époque moderne. Oui, mais justement, Du Bellay, dans la défense et illustration de la langue française, dans l'extrait que vous pouvez voir derrière moi, Du Bellay a des mots très durs pour la traduction. À une époque où on traduisait justement beaucoup. Le premier humanisme, c'est un humanisme de traduction. Et puis Du Bellay avec d'autres. Hein, mais le débat a continué après lui. Hein, mais en quelque sorte, est tenté de mettre un coup d'arrêt à cette traduction qui, selon lui, mélange deux rôles, deux fonctions. La fonction de création et la fonction de transposition, traduction. Et pour Du Bellay, illustrer la langue française ne peut pas se faire par la traduction, mais par la création d'œuvres authentiques en langue française.
il parlait bien, lui, d'imitation et même de contamination, se laisser contaminer par les anciens, oui, mais pour produire des œuvres originales et surpasser les anciens dans la langue française. Donc, ce coup d'arrêt, si je puis dire, à la traduction, où il emploie des mots très sévères, hein, où il traite les traducteurs de traditeurs, hein, donc traître, hein, et il dénie aux traducteurs la possibilité de traduire la poésie, et encore pour mieux se faire valoir, se prennent aux poètes, genre d'auteurs, certes, auxquels, si je savais ou voulais traduire, je m'adresserais aussi peu à cause de cette divinité d'invention. Donc, le traducteur n'est pas libre d'inventer. Le traducteur est un esclave du mot. Mais aussi, ce coup d'arrêt a marqué pour très longtemps, en France, ça ne s'est pas passé comme ça dans d'autres pays, dans d'autres littératures, dans d'autres langues, mais en France, de cette époque date le fait de confiner la traduction à prétention fidèle, qui se veut fidèle à son original, de la confiner à un exercice scolaire, un exercice qui deviendra ensuite universitaire, c'est-à-dire un exercice dans lequel ce qui compte, c'est de restituer l'information déposée dans le texte original, mais en aucun cas sa valeur littéraire ou poétique. Et ceux qui se sont occupés de valeurs littéraires et poétiques, de fait, au XVIIe siècle, que Georges Moulin a qualifié de les belles infidèles, ces traductions très infidèles dont je montrais tout à l'heure quelques exemples. Hein. Ce ne sont pas des traductions fidèles, bien sûr, mais elles vont dans le sens de Du Bellay d'une certaine manière, en disant que la traduction poétique ne peut pas être fidèle. La traduction poétique ne peut pas être fidèle car, pour être poétique, elle doit emprunter les formes poétiques de son temps. Mais pas seulement les formes, aussi les bienséances, aussi les usages. Par conséquent, elle renonce à la restitution des effets poétiques de l'original. Donc ces deux phénomènes, les belles infidèles et la traduction en prose d'information, ont en quelque sorte éteint pendant très longtemps la tentative de traduire fidèlement en vers. Et donc c'est moi, avec beaucoup d'immodestie, que je prends le contre-pied, voilà, et de Du Bellay et des auteurs des Belles Infidèles, mais je ne suis pas sans prédécesseur. Hein, donc j'ai cité notamment Marguerite Yourcenar, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de prédécesseurs. Exactement, c'était pour que tu nous parles justement, pour finir, de cette dimension de ce que tu appelles la traduction, alors dans ton cas, récréatrice, puisque c'est un loisir, mais surtout recréatrice, ou également cette traduction pensée comme une réécriture. Donc, est-ce que tu peux nous oui, alors là, il faut lire Claude Calame, notamment, qui a travaillé beaucoup là-dessus aussi, ou Effine Grigor Etkin, qui lui aussi auparavant a travaillé sur cette question, et qui disent qu'il faut que la traduction, c'est une recherche, en fait. C'est une recherche, et c'est une recherche qui est extrêmement coûteuse en temps, un travail extrêmement exigeant. Et ils disent, en particulier Etkin disait... alors Claude Calame, lui, dit que la plupart des traductions disponibles en librairie sont, traductions courantes, hein, sont des défigurations totales des œuvres, je parle en particulier de la tragédie grecque, des œuvres grecques. Et il dit qu'il faut trouver, creuser des manières de restituer la dimension métrique, hein, de la poésie grecque, qui est inséparable de sa dimension musicale et chorale. Ça, c'est une chose. Alors, auparavant, ce que disait Etkin, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que Etkin dit depuis les romantiques, le vers, en particulier l'alexandrin,
et d'autres vers réguliers ont été débarrassés, amplement débarrassés de, des genres dans lesquels d'où ils étaient issus. Et qui impliquaient une certaine révérence à des bienséances, à des façons de parler, etc. Et donc on peut s'en emparer de nouveau. D'ailleurs, l'alexandrin est quand même un vers qui est resté très vivant, hein, si on pense au XXe siècle, Éluard, Aragon, les surréalistes, etc. Donc, c'est pas un vers qu'on peut limiter, dont l'usage se limiterait à la tragédie du XVIIe siècle. Donc, ces formes versifiées peuvent être revivifiées, en quelque sorte, retravaillées et dépouillées de ce qu'elles nous ont pu charrier pendant très longtemps, comme non pas seulement une forme métrique, mais une façon de s'exprimer. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Ne pas reprendre avec l'alexandrin, notamment, et d'autres vers réguliers que j'emploie, ne pas reprendre les façons de s'exprimer, mais essayer d'exprimer l'original dans cette forme. C'est pas la même chose. Alors, justement, quels ultimes conseils pour nos étudiants qui traduisent, qui lisent et qui traduisent? Certainement, ils trouvent une grande satisfaction. Quels conseils pour la suite, pour ceux qui se découvriraient une vocation de traducteur, en langue ancienne ou langue vivante, hein, bien évidemment? D'abord, il faut lire les textes. Il faut lire les textes, et rien que les textes. Il faut se coltiner au grec. Voilà. Je pense que c'est très important. Je ne dis pas que les lectures en traduction, même les traductions en prose, etc., sont commodes et nous permettent d'aller vite. Hein. Mais celles et ceux qui s'intéressent à la littérature grecque ou latine, d'ailleurs, ou étrangère en général, hein, on peut dire, je pense qu'il faut vraiment... c'est dur, mais ça s'apprend, hein, le grec, je veux dire. On n'en est pas mort. Bon. Ça s'apprend, et je rends hommage à toute l'énergie que déploie Mathieu pour faire vivre ici l'enseignement du grec. Je suis bien entouré. Voilà, tu es bien entouré, mais et je suis heureux de voir qu'il y a des étudiants ici aujourd'hui qui s'intéressent à ça. J'ai envie de leur demander, elles et eux, comment ils se positionnent par rapport au texte ancien. Quelle est leur relation au texte ancien? Après ces remerciements, et ces applaudissements d'ailleurs, eh bien, vient pour eux le moment peut-être de dire quelques mots, de poser quelques questions ou de répondre à la tienne. Donc, je serais ravi de faire tourner le micro. Je vous connais, il y a des hellénistes dans la pièce, donc vous êtes libre on commence à traduire de vraies phrases maintenant, donc vous pouvez y aller. Hein. Je sais que pour certains, c'est peut-être à la fois exotique, et en même temps, vous sentez une proximité avec ce que vous découvrez. Je vais lancer pour leur donner le temps de réfléchir. Merci beaucoup, Bruno, pour cette démonstration, surtout absolument extraordinaire, de lecture. Ce que tu as démontré ici, et je veux le suggérer aux étudiants, l'idée de leur suggérer de méditer sur cet exemple extraordinaire de lecture, c'est que la traduction est une interprétation et que c'est une lecture et que c'est même la meilleure manière de lire. Et là, tu l'as bien démontré par les explications que tu as données et par le résultat que nous pouvons tous apprécier. Et c'est vraiment là un exemple à suivre pour tous. La meilleure façon de lire un texte, c'est justement, même si ce n'est pas une langue étrangère, de considérer le texte comme étant dans une langue étrangère pour essayer de comprendre. Et comme tu l'as très bien dit aussi, pour comprendre, il faut d'abord accepter de ne pas comprendre et pas donner la réponse avant d'avoir posé la question. Et là, merci pour cette démonstration lumineuse. Et la deuxième chose que tu as démontré aussi, et pour laquelle je te remercie énormément, tu as démontré aussi que les origines de l'école, j'explique à mes étudiants, il n'y en a qu'une ici, mais donc je vais en bien profiter les autres, que l'étymologie de l'école, c'est la scolée, et que la scolée, c'est du loisir. Et donc, ce travail que tu as fait pendant 10 ans,
c'est vraiment l'exemple type du loisir lettré qu'on ne nous autorise plus à pratiquer aujourd'hui. Mais que j'espère que si maintenant que vous savez que l'école, ce n'est pas du travail, parce que le travail, c'est de la torture, mais que l'école, c'est du loisir, ça va peut-être vous faire voir les choses autrement et vous apprendre à vous intéresser davantage à la lecture en tant que loisir. Et en tant que loisir, qui est une recherche, précisément, mais qui apporte beaucoup plus que d'appliquer des règles qu'on vous a apprises par cœur. Alors maintenant, c'est à vous. Je te remercie, François. Juste un tout petit mot pour aller dans ton sens. Henri Méchoni qui disait « La traduction est le seul mode de lecture qui se réalise dans l'écriture ». Alors moi j'aurais une question par rapport à la citation de Joachim du Bellay, puisque tu disais qu'elle avait marqué pour longtemps l'école de traduction française et qu'à l'étranger ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Est-ce que tu aurais quelques données sur ces phénomènes qui seraient différents donc, dans une autre langue, du grec vers l'anglais, du grec vers l'allemand, enfin je ne sais pas. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je vous invite à vous procurer le bon d'achat de ta traduction, parce qu'il y a, à la fin de mon introduction, il y a des exemples de traduction en anglais. En particulier une qui a été publiée en 2011 de cette tragédie-là, et qui est où tout est écrit en vers, avec des partitions de piano à la fin, des compositeurs donc, qui ont mis en musique toutes les parties chorales. Oui, non, je crois qu'effectivement, on peut dire que aussi, d'une certaine façon, la Pléiade a marqué une sorte de séparation entre ce qui est la culture pour le monde cultivé, en quelque sorte, hein, et qui vient des anciens, mais qui doit être revu et magnifié par la culture française, au détriment, en quelque sorte, d'une culture qui viendrait d'en bas, une culture qui venait finalement des parlers, hein, des parlers des provinces du Moyen-Âge. Il y a une volonté artificielle, d'ailleurs, coupure qui n'est pas réelle, mais qui est en tout cas présentée comme telle. Et je crois que cette vision-là est peut-être responsable. Bon, c'est Jean-Christophe Cavalin qui développe cette idée-là. Et peut-être responsable du fait que la traduction c'est confiné à la transmission d'une information générale sur un texte et à renoncer à transmettre toutes les valeurs du texte sous une forme populaire, en quelque sorte. Tu vois, sous une forme comme une chanson. Les parties chorales dans la traduction anglaise de 2011, ce sont des chansons avec des refrains. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, en France, est quasiment inenvisageable. Enfin, toucher à la tragédie grecque pour la moderniser de cette façon et en faire quelque chose d'accessible, de populaire dans une nouvelle lecture poétique, c'est totalement impensable. Oui, je pense qu'il y a un rapport à la culture qui explique cette différence, oui. Bon, la première chose, c'est je voudrais dire toute mon admiration pour ton analyse, que je trouve vraiment superbe et émouvante. Dans le sillage de ce que disait Françoise, il me semble que ce problème de la traduction, on peut très bien le poser aussi pour notre langue maternelle. Voilà. Et je crois que c'est Proust qui disait que toutes les grandes œuvres sont écrites en langues étrangères. Et c'est un petit peu chaque fois ce que j'essaie d'essayer de transmettre aux étudiants, c'est-à-dire qu'un texte ne se lit pas dans une espèce de mouvement sémantique premier. Il faut accepter cette incompréhension. Et c'est peut-être la chose la plus difficile lorsque c'est un texte que l'on comprend. C'est encore plus dur, je dirais. Voilà, ça c'était ma première remarque.
La deuxième remarque que je voudrais faire, qui n'a pas grand intérêt, c'est sur une troisième volonté. C'est cette volonté, ces deux volontés dans la traduction dont tu disais. Il y a chez la harpe, me semble-t-il, une véritable volonté de dramatisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il transforme un texte en didascalie. Comme si il a transformé le texte et maintenant, maintenant vous le mettez en scène. Hein, bon, il y a ce côté très démonstratif. Et enfin, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait que tu n'aies pas parlé, c'est sans doute pour des raisons d'économie temporelle. Il y a un mot dans le passage que tu nous as expliqué qui me semble condenser tous les faisceaux de sens que tu as déployés, les faux sens comme ceux qui t'apparaissent comme les vrais sens. C'est l'apostrophe garçon. Alors, est-ce qu'en grec, parce que moi, je n'ai pas eu le courage d'apprendre le grec, mais est-ce qu'en grec, le mot comporte toutes ces connotations, c'est-à-dire le fait qu'un garçon, ce soit un fils d'eux. C'est un guerrier, mais c'est aussi un être dont le désir sexuel est évidemment fortement excité par la présence. Il y a beaucoup de connotations dans ce terme, hein, et voilà, c'est ça m'a étonné que tu n'en parles pas, mais je suppose que tu devais avoir. Non, mais c'est parce que dans le texte grec, il n'y a pas le mot garçon. Il y a celui-ci, OD, c'est un démonstratif. Celui-ci, ne voulant pas et voulant. Et ce sont les traducteurs qui ont ajouté garçon, ou le jeune homme, etc. Mais il n'est pas dans le texte original. Dans ta traduction, pas de ce passage-là, alors. Dans le passage que tu as expliqué, il y a le mot garçon. Tu ne parles pas de celui-là. Quand Polyxène s'adresse... Non, c'est pas celui-ci, c'est le passage précédent. Ah, d'accord, pardon. Celui qui raconte la mort la mise à mort de Polyxène. Voilà, c'est celui-là. Ah, oui. Voici mon saint garçon, si le frappé t'agrée, si c'est le coup. C'est néania. Le mot grec, c'est néania, qui veut dire jeune homme. Jeune homme, oui, donc. Jeune homme. O néania, jeune homme. Ah, oui. Alors, dans le jeune homme, il y a effectivement celui qui n'est pas encore marié. Hein, il y a l'idée de la force, et il y a l'idée du fils. Tu as raison. Il y a aussi l'idée du fils de, puisque Néoptolème est sacrificateur parce qu'il est le fils d'Achille. Pour ce qui est d'une toute petite glose sur Néanias, probablement aussi l'idée que la victime, à son tour, par une certaine énergie du désespoir, en fait un petit jeune homme aussi. Néanias, c'est aussi l'étymologie de Néanias, c'est néos qui veut dire jeune ou nouveau. C'est-à-dire, toi, tu viens avec la prétention de me mettre à mort, mais c'est peut-être là ton premier véritable exploit guerrier. Donc, il y a peut-être aussi, on peut peut-être commenter sur cette dimension-là. Exactement. Il m'a semblé que garçon, alors évidemment, c'était jeune homme n'aurait pas eu ce sens. Alors que garçon joue sur l'ambiguïté petit garçon, voilà, ou le garçon qui s'affirme en tant que jeune homme. Voilà. Alors que jeune homme, tu le mets dans la catégorie homme déjà. Oui, exact. Je me posais une question parce que moi, dans mon souvenir, il me semblait que les rôles étaient tenus par des hommes dans le théâtre antique, même au théâtre sous Élisabeth, théâtre du XVIe siècle en Angleterre. Et là, dans ce cadre-là, si tu peux nous éclairer un petit peu, en tous les cas, moi, m'éclairer en la matière. Oui, c'est tout à fait juste, mais les acteurs portent des masques aussi. Ils portent des masques, et donc on ne voit pas leur visage. Hein, donc le sexe de l'acteur, en quelque sorte, ne... Il n'y a que des acteurs hommes, évidemment. Hein. Il y a que des acteurs hommes, mais donc le sexe de l'acteur n'a pas de signification particulière, parce qu'on ne voit pas, en tout cas, on ne voit pas son visage, et donc il peut porter le masque d'une femme. Les masques sont suffisamment visibles de loin pour être à la fois des porte-voix, et maquillés, peints, colorés pour plus les costumes, pour que le
le sexe du personnage soit tout à fait compréhensible, visible. Pas d'autres questions. Juste peut-être remercier beaucoup pour cette intervention très intéressante et juste pour alimenter l'idée du fait que écrire ou lire la littérature, c'est un peu comme si on plongeait dans une langue étrangère. En fait, il y avait une poétesse russe de la génération perdue des poètes russes, Marina Tsvetaeva, qui correspondait très activement avec Maria Rilke, donc le poète autrichien. Ils avaient une discussion très intéressante en ce qui concerne de traduire la poésie ou d'écrire étant étranger ou étrangère en langue étrangère. Et donc Rilke partageait ses craintes avec Marina en disant que moi, je viens d'une langue allemande et j'ai la prétention d'écrire en français, c'est très difficile et véritablement ce que je veux faire, ça ne va pas être digne de ce que peuvent faire les Français. Alors Marina, qui est beaucoup plus intrépide et beaucoup plus russe et spontanée, lui répond de toute manière, il n'existe pas des poètes russes, français ou allemands. Il existe juste des poètes. La langue de l'Orphée, c'est la traduction de ce qu'elle dit. Et on n'est pas russe, on n'est pas français, mais on est juste poète. Et écrire de la poésie, c'est déjà traduire de sa langue maternelle vers la langue de la poésie. Donc évidemment qu'après, on peut élargir le sujet, mais je pense que c'est un sujet très proche de tous les gens qui exploitent d'une certaine manière la lecture et la littérature. Voilà. Merci. Et juste, ça m'a énormément intéressée la question du garçon, parce que j'ai réfléchi en 2 langues, et donc dans ma tête, je me dis, mais en russe, je vais choisir un autre mot et qui va donner une traduction exacte au terme grec, et je n'ai pas de dilemme. Et ça revient pour rejoindre un autre sujet que vous avez abordé, le sujet de la répétition. C'est un sujet très pertinent quand il s'agit de traduire de la littérature russe vers la langue française. Parce que la littérature russe adore la répétition, ce n'est pas un problème de style. Récemment, il y avait une polémique autour de la traduction de Âmes mortes de Gogol. Étant donné que c'est une œuvre qui abonde en répétition, parce que la langue russe n'est pas comme la langue française qui a fait un partage net entre la langue orale et écrite. Chez nous, la langue orale fait partie de la langue écrite. Et donc, pour traduire le style de Gogol, beaucoup de traducteurs français préfèrent de raccourcir, d'interpréter pour éviter justement ces répétitions considérées comme lourdes. Or, malheureusement, j'ai oublié le nom. La dernière traduction en date, c'est d'une jeune femme française qui adorait Gogol, et quand elle lisait Gogol, Les âmes mortes en russe, elle riait. Donc, c'était drôle. Or, son mari, qui ne peut pas lire le russe, lisait le livre en français, donc la traduction, et c'était pas du tout drôle, justement parce que c'était dépouillé, et on a enlevé toute cette partie orale qui était là pour faire rire. Elle était là pour quelque chose. Et donc, elle a repris le texte et elle a fait une traduction geste, parce qu'elle a choisi d'introduire dans cette langue peut-être parfois les termes qui vont venir de loin, de la langue française régionale ou même de la langue médiévale, un petit peu. Ça veut dire qu'elle va utiliser un peu un vocabulaire oublié ou vieillé, mais le texte est devenu beaucoup plus vivant grâce à cela. Voilà, je vous remercie. Merci. Un étudiant souhaite-t-il nous parler de son expérience de la découverte du grec, le fait que vous ayez dû un petit peu vous excentrer face à quelque chose de très
très exotique de prime abord pour mieux revenir sur la matière. On a vu justement, on a parlé de Jean Bollac, le traducteur de Sophocle, qui dit il faut se mettre en situation de ne pas comprendre. Et on disait tout à l'heure, y compris dans notre propre langue, quand vous suivez ces cours de grammaire qui vous paraissent un petit peu austères, parfois de grammaire française, on vous demande, vous pensez, parfois à juste titre, connaître, mais faites comme si ce n'était pas le cas, décentrez-vous. Et dans cette optique, hein, la connaissance, la pratique des langues anciennes, peut-être vous êtes très bénéfique, vous reviendrez plus fort et plus créatif. Est-ce que certains vous avez tous fait au moins 1 an de grec avec moi, pour ceux qui sont là, d'initiation certes, mais quand même. Qu'est-ce que ça vous a fait, pour le demander très, très simplement. Et puis ensuite, nous vous libérerons. Voilà. Non, sans effet, vous êtes. Ça ne vous a pas. Le temps de la réflexion. Ah, le latin, la question peut se poser pour le latin également. Hein. Je sais que certains traduisent de la poésie maintenant en latin, n'est-ce pas? Nous, c'est vrai qu'en grec, on n'est pas vraiment encore là, mais. Enfin, en tout cas, on ne saurait trop vous exhorter à penser contre vous-même et traduire, en l'occurrence, ça vous mettra sur cette voie. Mais ne perdez jamais le contact avec ce qui vous paraît de prime abord très ancien, qui en fait est comme une ombre qui vous suit partout. Si vous continuez dans les études littéraires, vous le verrez. Bon, soyez aussi plus détendu. Personne ne va vous manger. Bon, voilà. Bon, on n'aura pas de réponse, c'est pas grave, on aura en cours peut-être. Ah, Tarseille. Merci. Oui, Tarseille, voilà, prenez courage. Je prends courage. Bonjour. Alors, nous avions fait donc une année avec Monsieur Graziani de grec. Ce fut laborieux, voilà, et pas facile. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez parlé du temps pour la traduction, parce qu'en effet, pour le latin pour ma part, parce que c'est ce que je préfère, excusez-moi, Monsieur Graziani. Oui, je sais. Et j'aime énormément reprendre les textes, c'est ce que je disais à mon groupe aussi, c'est qu'en fait, c'est comme un fil voilà, c'est un fil rouge chaque fois. Et en fait, c'est paradoxal, mais en même temps, j'y pense tous les jours. C'est-à-dire, je réfléchis à la façon dont je vais pouvoir. C'est un jeu aussi. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Vous parliez du fait que ça peut être comme des mots croisés. Et c'est très plaisant. Et en même temps, ça donne une autre tournure d'esprit. C'est-à-dire, chaque fois qu'on cherche un mot, on le recherche, on cherche encore, on cherche jusqu'à ce qu'il y ait le cours de latin pour faire la traduction, évidemment, qui nous donne un autre éclairage, des fois, sur ce qu'on a fait. Et ça permet intellectuellement d'être toujours à la recherche du mot, de la traduction, pas précise, mais de quelque chose qu'on cherche, et il y a du plaisir aussi à ça. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait que c'est sur plusieurs années, mais c'est quelque chose que je peux concevoir, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est du quotidien, en tout cas pour ma part. Voilà. Bon, j'arrête là, c'est tout. Merci. Merci à vous. Bon. Je pense que nous pouvons considérer que nous avons terminé. On doit y avoir roulé. Je voulais exprimer un souhait, parce que il émane d'un sentiment de frustration. Tu nous avais apporté beaucoup, tu nous as apporté beaucoup, mais tu ne nous as pas tout donné. Alors, je voudrais bien évidemment inviter chacun à lire ton ouvrage, et également, je voudrais mettre un vœu. Toute cette documentation, est-il possible de l'avoir chez nous? Est-ce que chacun peut l'avoir chez soi? Est-ce que nous pourrons, avec la diffusion que nous ferons de cet extrait, avoir une documentation, un ensemble, bien entendu le PowerPoint, mais aussi tous les textes que tu avais préparés et dont tu nous as privés
hein, avec ton information extrêmement courte, puisqu'elle n'a duré environ que 2 heures. Bien sûr, merci de cette question. Mais bien sûr, oui, oui. D'ailleurs, Mathieu a le PowerPoint, il est sur. Tout à fait. Je l'ai envoyé par mail. Et Même le texte même le texte complet de mon intervention, enfin le texte que je n'ai pas d'ailleurs exploité entièrement. Donc je le mets à disposition, bien sûr, des étudiants et de l'université, du centre culturel universitaire. Merci beaucoup. Bon, alors, vraiment, hein, Bruno, tu nous as fait voyager et respirer, surtout en ces temps un petit peu d'immédiateté. On manque justement de loisirs pour s'adonner à la traduction comme interprétation. J'espère que nous renouvellerons l'expérience, que la culture classique fera de nouveau l'objet de présentation. Hein. On compte sur les présents et aussi sur les absents à qui vous ferez passer le mot. Et je remercie à la fois notre intervenant et bien sûr le public. Voilà. Oui, il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que cet alexandrin, on le retrouve assez fréquemment dans la prose française du XXe siècle. Et il y aurait toute une étude à faire là-dessus. Je sais que j'en ai retrouvé, j'en ai retrouvé chez Claude Simon, j'en ai retrouvé chez François Augiras, alors là dans des situations tout à fait particulières, tout à fait symptomatiques. Il y en a chez Michel Léris. Enfin bref, il y a vraiment cette place qui est culturellement très très connotée, revient dans la prose et parfois peut-être sous une allure tout à fait inconsciente chez les auteurs, mais en tout cas de façon très très consciente chez d'autres, ça c'est clair et net. Voilà. Pardon. Donc vous avez entendu, hein, du travail à faire, repérer. Pensez-y même pour vos travaux de commentaires, de dissertation, etc. Hein, soyez aux aguets constamment. Voilà. Bon, merci à tous. À la prochaine.